Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dernière lecture et ça fait longtemps que je n'en ai pas fait puisque je pense que ça doit remonter à avant les vlogmas. Heureusement qu'il y a eu le bilan de l'appel ultime, sinon je ne vous aurais pas parlé de mes lectures de décembre du tout. Et là, de toute façon, vu le retard que j'ai accumulé, je pense que je ne vais pas me lancer à vous faire des dernières lectures pour tout et que je vais alterner un petit peu avec les bilans. En gros, aujourd'hui, je vais vous parler de 6 de mes dernières lectures de janvier, donc après la fin du challenge de l'appel ultime. J'aurai encore une dernière lecture à vous faire concernant mes lectures de fin janvier, début février, qui étaient un tout petit peu à cheval entre les deux. Et puis pour février, je pense que je ne ferai que le bilan du février tapal et puis je me débrouillerai pour les livres qui rentraient pas spécialement dans les catégories ou que j'avais pas prévu de lire au départ, pour retomber bien sur mes pattes fin février et recommencer, je l'espère, un rythme de dernière lecture un petit peu plus logique en mars. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est l'objectif pour que je puisse vous présenter toutes les lectures que j'ai faites quand même et de vous parler de tous les livres que j'ai lus parce que c'est un petit peu le but, mais en même temps ne pas le faire 3 mois après ma lecture parce que ça risque d'être un petit peu plus compliqué, et puis de prendre le temps quand même de vous présenter les livres que j'ai beaucoup appréciés parce qu'encore une fois c'est l'objectif. Bref, du coup pour cette vidéo et la prochaine dernière lecture en tout cas, je vais vous parler de 6 livres. Je sais pas trop ce que ça va donner en termes de format, peut-être qu'ensuite je reviendrai sur un format un petit peu plus court de 5, on verra ce que ça donne en termes de durée et de montage, mais je vais essayer pour cette fois. Et bref, vous l'aurez compris, ça va dans tous les cas être une dernière lecture un petit peu plus longue que d'habitude. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, parce qu'il y en a systématiquement, j'ai envie de vous dire, dans mes dernières lectures, par une lecture commune avec Lucie, puisqu'en janvier on s'est lu Les Disparus du Pays Imaginaire de Hayden Thomas aux éditions de Saxius dans la collection Sabran, qui était dans ma pile à lire depuis sa sortie, qui me tentait beaucoup. C'était le 3e roman de l'auteur qui rejoignait ma pile à lire alors que je n'en avais absolument lu aucun. Donc il était grand temps de me lancer et celui-ci nous intriguait beaucoup avec Lucie puisqu'on était sur une réécriture de Peter Pan, un récit que j'affectionne particulièrement même si je n'ai toujours pas lu l'œuvre originale. Donc voilà, j'étais très intriguée, l'objet livre est ma foi plutôt très joli. Le hardback est plutôt sympa même si je trouve ça un petit peu chargé. J'aime bien le ton sur ton et le jaspage fonctionne très bien. On est donc dans un récit young adult, ce qui m'effrayait aussi un petit peu parce que c'est pas forcément ce qui trouve le plus grâce à mes yeux ces derniers temps, mais dans l'ensemble c'était une chouette lecture. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance puisqu'on est plutôt dans un espèce de thriller qu'on va suivre Wendy qui a 18 ans, quelque chose comme ça, et qui se remet bon gré mal gré de la disparition de ses frères. Elle a été enlevée avec eux il y a quelques années et elle est la seule à être revenue. Ils ont disparu pendant 6 mois, quelque chose comme ça, et ses frères ne sont jamais réapparus. Et vous vous en doutez bien, il y a un certain nombre de traumatismes qui découlent de tout ça, d'autant qu'elle ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé pendant ces 6 mois. Son cerveau a complètement bloqué ses souvenirs, donc c'est très difficile pour elle de se reconstruire et de comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans sa tête à ce niveau-là. Elle essaye quand même d'avancer, elle a des projets, elle veut rentrer à l'université pour devenir infirmière, elle veut faire plein de choses, et tout ça va être un petit peu perturbé quand des enfants commencent à disparaître dans sa petite ville, ce qui n'est pas sans rappeler la disparition de ses frères et d'elle-même, et ce qui va du coup faire remonter un certain nombre de choses, d'autant plus quand Peter va débarquer et va aussi lui faire rappeler plein de choses. C'était assez intéressant la façon dont tout ça se mettait en place, dont tout ça a été construit avec ce mystère très prégnant sur le passé de Wendy et sur tout ce qui avait pu se passer avec ses frères et avec Peter, puisqu'a priori ils ont une histoire en commun. Et voilà, même si on sait que c'est une réécriture de Peter Pan, même si on se doute un petit peu d'un certain nombre de choses, ça fonctionne plutôt très bien, le suspense est plutôt présent, et dans l'ensemble le fait que ce soit du young adulte ne m'a pas dérangé, d'autant plus que l'ambiance était quand même relativement inquiétante et que je pense qu'en adulte ça aurait été un petit peu trop flippant pour moi. Il y a des petits passages où j'étais pas très sereine, donc globalement voilà, l'équilibre était plutôt pas trop mal tenu à mon sens. J'ai apprécié le personnage de Wendy, elle avait des petits côtés héroïne young adulte un peu clichés, mais pas tant, et globalement elle était plutôt attachante. Le personnage de Peter était intéressant également, il y avait une forme d'ambiguïté chez lui que j'apprécie dans les réécritures de Peter Pan parce qu'à mon sens c'est un petit peu le principe de ce personnage, même si on a tendance à beaucoup plus le glorifier et le rendre gentil que dans l'œuvre originale. Donc voilà, l'un dans l'autre c'était une chouette lecture, c'était ce que j'en attendais. C'était pas incroyable, c'était pas transcendant, mais la plume était agréable, l'ambiance était efficace et la révélation finale était plutôt surprenante et intéressante. Donc c'était ce que j'attendais finalement pour un espèce de thriller fantastique young adult.
Et une fois n'est pas coutume, je vous disais que je lisais beaucoup moins de young adult, mais je veux vous en présenter un second, puisque j'ai lu en janvier The Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee, que j'ai écouté plutôt en audio, puisque ça faisait un moment qu'il traînait dans ma pile à lire et que je n'arrivais pas à le sortir. J'ai vu qu'il était disponible sur Scribd. Je me suis jetée dessus et le livre audio était, ma foi, plutôt sympa. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille cette lecture, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage principal de Monty, qui est globalement un petit con narcissique et égoïste qui pense que le monde et la vie tournent autour de lui, ce qui est assez insupportable au fur et à mesure du récit quand on voit tout le mal qu'il fait aux autres. Il y a notamment un passage où il est en France et il s'ennuie et il va draguer une jeune femme noble ou une je ne sais plus. Ils se font découvrir et il s'enfuit et il laisse la nana gérer toutes les répercussions en sachant que on est à l'époque victorienne, il me semble. Vous vous doutez bien qu'une jeune femme surprise dans ce type de circonstances, ça va pas très bien se passer pour elle. Donc ouais, j'ai eu un peu de mal avec ce personnage que j'ai trouvé extrêmement égoïste et peu sympathique globalement, au contraire de quasiment tous les personnages secondaires que j'ai trouvé plutôt attachants et plutôt sympas et qui devaient se le farcir globalement. Donc clairement ça ne m'a pas aidé à énormément apprécier ma lecture parce qu'on suit son point de vue, on suit toutes les conneries qu'il va enchaîner et toutes les réflexions qu'il peut avoir qui ne sont pas toujours très sympathiques encore une fois, mais dans l'ensemble le livre audio était sympa, j'ai apprécié la narration, j'ai apprécié l'univers, j'ai apprécié cette société plus ou moins victorienne parce que c'est un petit peu édulcoré, il y a un petit peu aussi de fantastique qui vient se mêler avec une sous-intrigue un petit peu plus pleine de rebondissements que j'ai trouvé relativement intéressante. Encore une fois, j'ai beaucoup apprécié les personnages secondaires, notamment le Love Interest, qui est extrêmement mignon et que je ne comprends pas trop le pourquoi du comment de cette relation et du temps que ça prend à se mettre en place, parce que vraiment on est sur une romance MM, vous voyez, avec un petit slow burn mais qui vraiment tient énormément du fait que le personnage principal est un gros con, encore une fois. Ce qui, je pense, j'espère en tout cas, va rattraper la série à mes yeux, c'est que c'est une série de tomes compagnons. Le premier tome se concentre donc sur ce personnage que je n'ai pas particulièrement envie de suivre d'autres tomes. Le suivant se concentre sur sa sœur qui, ma foi, avait l'air beaucoup plus sympa et beaucoup plus empathique globalement, donc j'ai bon espoir que le tome 2 soit un petit peu plus cool que celui-ci. Dans tous les cas, il est également disponible en audio, donc je pense que je tenterai l'écoute pour voir ce que ça donne. C'est pas un gros investissement pour moi en termes de temps et d'énergie, donc on verra bien, ça me permettrait de continuer la saga. Et c'est une trilogie, donc si le deuxième tome me convainc, je continuerai dans la foulée, et sinon je m'arrêterai là, et tant pis. En tous les cas, je suis très contente de l'avoir sorti de ma pile à lire. C'était un cadeau de Juliette qui me l'avait offert quand elle vidait un petit peu ses étagères, et ça m'intriguait pas mal parce qu'on en a beaucoup parlé il y a quelques années maintenant sur Booktube. Ça fait vraiment un moment qu'il est sorti, donc je voulais voir ce qu'il en retournait. Il y a plein de trucs que j'ai trouvé cool, et encore une fois voilà, il y a des petites choses qui étaient mignonnes dans la relation, dans l'évolution même du personnage principal, mais il partait vraiment avec un trop gros handicap pour moi pour l'apprécier à la fin, même s'il était quand même un petit peu mieux qu'au début, et j'ai envie de vous dire encore heureux. Donc voilà, c'était une chouette lecture, mais gâchée à mon sens par cet individu absolument insupportable. Je lirai quand même la suite pour voir ce qu'il en est, et je vous en reparlerai, je pense, très bientôt. Et tant qu'on parle de saga, on va parler d'une fin de saga que je ne suis pas peu fière d'avoir lue. Éclat miroitant, le deuxième tome des Contes fracturés de Alix E. Harrow aux éditions Hachette, Le Rayon de l'Imaginaire. Je vous avais parlé du premier tome l'année dernière, il me semble, que j'avais lu en VO parce qu'il n'était pas encore traduit chez Hachette à ce moment-là. Sauf que j'ai mis 15 ans à me pencher sur le second, et que en attendant Hachette a traduit le premier et le deuxième, donc je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple pour moi de le lire en traduction, ce que j'ai fait, et c'était très chouette. Je pense que j'ai davantage apprécié ce second tome que le premier. Je sais pas si ça tient du fait que quand j'ai lu le premier en VO j'étais un petit peu moins à l'aise qu'à l'heure actuelle, ou si ça tient juste du fait que j'ai davantage apprécié les sujets abordés dans ce second tome que dans le premier, même si j'ai beaucoup apprécié le premier. Toujours est-il que je vous en ai parlé dans mon top du mois de janvier, c'était vraiment une excellente lecture. On va retrouver le personnage de Zinnia qu'on suivait dans le premier tome dans une espèce de réinterprétation du conte de La Belle au Bois dormant, puisque étant atteinte d'une maladie orpheline incurable, elle sait pertinemment qu'elle est destinée à mourir dans un futur plus ou moins proche. Elle fête ses 21 ans je crois au début du récit, et elle va se retrouver propulsée
dans le multivers des contes et assister à un certain nombre de versions de La Belle au Bois dormant, et elle va essayer d'utiliser ses connaissances en la matière pour aider les personnages de ses réécritures à avoir leur propre fin heureuse. Je savais pas trop ce que ce deuxième tome pouvait apporter au premier parce que la fin pouvait dans un sens se suffire à elle-même, et j'étais vraiment agréablement surprise des thématiques abordées et de la direction prise par ce second tome. On va, je trouve, s'intéresser beaucoup plus à la psychologie de Zinnia et à tout ce qui s'est passé dans le premier tome a eu comme influence là-dessus, avec notamment la question du complexe du héros, avec notamment la question de la fin heureuse et de ce que ça peut impliquer. Est-ce que c'est une fin en soi et qu'est-ce qui se passe du coup après cette fin heureuse? Finalement, est-ce que tout s'arrête et n'évolue plus, et tout ce que ça peut impliquer du coup en termes de questionnement à ce niveau-là. La question aussi de fuir sa propre fin dans celle des autres et de ne pas s'arrêter de peur de penser et de prendre peur tout simplement à l'idée de ce qui l'attend. J'ai beaucoup apprécié les réinterprétations de Blanche-Neige dont il était question dans ce tome-ci. On n'était plus du tout dans La Belle au Bois dormant, mais j'ai vraiment trouvé très chouette la façon dont le conte de Blanche-Neige se mêlait à tout ça. Et il y a des réécritures dans le récit qui, à mon sens, tendait un petit peu vers ce qu'a pu faire Sarah Pinborough dans sa trilogie Charme, Poison, Beauté que j'ai lu il y a quelques années et que j'avais pas mal apprécié dans le genre également. Il y a des trucs beaucoup plus sombres que dans le premier tome, en tout cas de ce que je m'en souviens, et des questionnements très intéressants, notamment en ce qui concerne la méchante reine de Blanche-Neige et le rôle qui lui est déchu et comment elle en arrive là, encore une fois. C'est vraiment plein de choses très cool, plein de questionnements et de positions féministes, comme c'est très bien les amener l'autrice. Il y a plein de références de pop culture et de twists très sympas dans cette espèce de multivers de contes. Et c'est porté par le personnage de Zinnia que personnellement j'aime beaucoup, qui est sarcastique, qui est pince sans rire, qui est vraiment une narratrice très cool, qui en plus permet de la représentation très chouette en termes de santé mentale mais également en termes de sexualité puisqu'elle est bisexuelle, et qui ouvre en plus, je trouve, une narration très chouette parce que il y a plein de ruptures du quatrième mur, parce qu'il y a une conscientisation de la narration à travers ce personnage, à travers la façon dont l'autrice construit son récit, que j'ai trouvé très chouette. Donc voilà, ça me conforte dans mon amour de l'autrice, ça me conforte dans mon amour des réécritures et interprétations de contes, notamment quand elles portent des messages féministes comme c'est le cas ici. J'ai adoré cette duologie, je vous la recommande chaudement si c'est des thématiques qui vous intéressent, si vous aimez la plume de l'autrice, et j'ai très hâte de me plonger dans d'autres de ces récits parce que à chaque fois ce sont des réussites. Et on enchaîne avec un autre livre vert mais dans un style complètement différent, même si il y a un petit côté réflexion sur les récits fondateurs, sur les mythes, les contes, les légendes, etc. Mythe russe de Elisabeth Warner aux éditions Point, qui m'a été très gentiment offert par Jurassic Jones pour Noël, que je remercie encore une fois pour son attention absolument adorable. Je savais pas trop de quoi il était question dans ce livre, je l'avais juste vu passer en librairie et j'étais très intriguée parce que je ne connais pas grand chose dans la mythologie russe. J'ai lu quelques réécritures de Baba Yaga et quelques références par-ci par-là dans les lectures que j'ai pu faire, mais c'est tout. Donc j'étais très intriguée, et on est plutôt sur une espèce d'essai qui va essayer de faire un petit tour d'horizon de la mythologie russe. Donc on rentre pas précisément dans certains contes, certains récits, mais on va essayer, voilà, d'avoir une fresque un petit peu globale et d'aborder des thématiques redondantes dans ces mythes et la façon dont ils sont mis en place, et sur la symbolique également de ces thématiques. Donc c'était très intéressant, et je pense que c'est une bonne porte d'entrée en la matière si, comme moi, vous êtes très intrigués par la mythologie en général et les mythes russes en particulier. C'est un essai que je trouvais plutôt très accessible, la plume est fluide et il y a des côtés un petit peu plus narratifs quand il est question de mythes en particulier qui aèrent, je trouve, un petit peu plus le récit et les questions de symbolique qui parfois peuvent être un petit peu plus lourdes, même si encore une fois ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'ai appris plein de trucs, il y a plein de trucs qui ont résonné avec, encore une fois, des lectures que j'avais pu faire dans le passé, et typiquement la question de Baba Yaga qui est beaucoup plus complexe que ce que j'avais en tête, ce qui est toujours le cas, j'ai envie de vous dire, en mythologie, mais voilà, d'autant plus dans une mythologie que je maîtrise vraiment très mal. Ça m'a donné envie de me documenter davantage sur la question et de découvrir d'autres volumes de cette série, parce qu'il me semble qu'ils ont fait plein de versions sur plein de mythologies différentes et des mythologies qu'on n'aborde pas particulièrement, typiquement la mythologie aztèque ou byzantine, ce genre de choses. Je suis très curieuse de voir ce que ça donne, je pense que je me pencherai sur la question encore une fois, parce que c'est typiquement le genre de format qui rend les choses très accessibles et qui permet d'avoir une bonne base pour aller ensuite chercher un petit peu plus précisément les choses qui nous intéressent.
Donc je vais le garder précieusement dans ma bibliothèque. Je pense que c'est aussi un bon ouvrage ressource si jamais je veux réaborder certains points et redévelopper certaines choses. Donc je suis ravie de l'avoir découvert. Merci encore Cécilia pour ce cadeau très chouette et je pense que je vous reparlerai des autres ouvrages de la série sans tarder. J'avais pas fait attention en préparant cette dernière lecture, mais je vais vous parler de mes 2 tops du mois de janvier dans cette vidéo. Ça veut pas dire que les livres que je vous présenterai dans la dernière lecture suivante seront mauvais, mais vous allez avoir mes 2 meilleures lectures de janvier d'affilée puisque je vais vous parler de Check and Mate de Ali Hazelwood aux éditions Sphère, qui est, je ne peux plus dire la nouvelle parution de l'autrice puisque Bride est sortie en février, mais en tout cas une de ses dernières parutions en VO qui va être traduite tout bientôt par Gallimard puisque c'est prévu fin mars si je ne dis pas de bêtises. Et que j'ai encore une fois, sans suspense, je viens de vous le dire, c'est un top de janvier absolument adoré. C'était formidable, extrêmement cool. Je ne sais pas comment Ali Hazelwood réussit à me faire adorer ses romances à chaque fois, mais c'est systématique. Ça fonctionne extrêmement bien avec moi. C'est addictif, c'est mignon, c'est hyper doudou, hyper cocon, hyper positif dans la relation, les personnages sont hyper attachants, tout fonctionne avec moi et je n'arrive jamais à lâcher ces romans, je l'ai absolument dévoré, j'y repensais quand j'étais obligée de le laisser de côté pour faire autre chose parce que la vie continuait en parallèle et c'était très frustrant de ne pas avoir le fin mot de l'histoire et de devoir attendre à chaque fois de m'y replonger. J'ai adoré cette lecture, j'ai du mal à trouver les mots pour vous dire à quel point ça m'a plu. J'ai adoré le personnage principal même si, comme je l'ai dit quand j'en ai parlé dans mes tops du mois, a des petits côtés un petit peu insupportables, mais c'est une jeune adulte, c'est une ado en fin d'adolescence si on veut, début d'âge adulte, dans cette transition un petit peu bâtarde et avec énormément de responsabilités ou en tout cas de choses qu'elle s'impose sur les bras et dans la tête et on comprend encore une fois sa psychologie et pourquoi elle a ce type de réaction et même si il y a des moments où on a envie de la secouer un petit peu et de la prendre entre 4 yeux et de lui faire réaliser certaines choses, c'est logique dans sa construction, c'est logique dans la façon dont elle a évolué et dont les choses se sont faites. Du coup, on peut pas tant lui en vouloir que ça et je trouve que c'est une des grandes forces du récit et de l'autrice de manière générale. Elle fait des personnages qui sont extrêmement compréhensibles dans leur façon d'être et dans leur façon de réagir et même dans les moments insupportables on peut pas tant leur en vouloir que ça et voilà, j'ai adoré ce personnage encore une fois, j'ai adoré le personnage principal masculin que j'ai trouvé formidable, j'ai adoré leur relation, la façon dont ça se mettait en place. C'est extrêmement lent dans le cheminement et on voit que ça prend le temps et qu'ils prennent le temps de faire connaissance même si on sent bien qu'il se passe quelque chose dès le départ et c'est aussi une des choses que j'affectionne particulièrement. Il y a très peu de love at first sight, de coup de foudre dans les romans de l'autrice, mais c'est vraiment des relations qui prennent le temps de s'installer et même si voilà il peut y avoir un petit crush initialement, ça se fait pas du jour au lendemain et c'est très réaliste aussi à ce niveau-là je trouve. On a toujours des personnages un petit peu socialement inadaptés et avec des réactions qui sont pas toujours très logiques mais encore une fois qui font sens par rapport à ces personnages en particulier et qui font sens aussi dans la bibliographie de l'autrice de manière générale parce que je pense que c'est une typologie de personnage qu'elle affectionne particulièrement et même si on retrouve certains traits d'un roman à l'autre, je trouve qu'elle se renouvelle très bien et qu'elle met quand même en avant différentes personnalités, différentes typologies de personnages à chaque fois, ce que je trouve très chouette. Là typiquement le personnage principal féminin était celle qui avait peut-être le plus de soucis en termes d'interaction sociale, mais pas dans tous les cas. Et typiquement, elle avait une sexualité beaucoup plus libérée que n'avaient pu avoir d'autres personnages dans d'autres romans de l'autrice. Enfin voilà, ça permet, je trouve, de balayer plein de sujets et plein de thématiques très importantes. Et typiquement, là, en termes de sexualité, j'ai trouvé que le traitement était hyper positif et hyper cool. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, si c'est quelque chose qui vous dérange, il n'y a pas de scène de sexe explicite dans ce roman. Alors il est marketé Young Adult, ce qui personnellement me questionne un petit peu parce qu'il y a quand même des petites choses qui sont un petit peu plus spicy qu'en Young Adult classiquement, et ce d'autant plus que les personnages sont quand même de jeunes adultes dans le sens premier du terme à mon sens, puisqu'ils ont une vingtaine d'années, 18-20 ans, quelque chose comme ça, et qu'ils ont des problématiques qui sont plus dans les thématiques new adult à mon sens, donc tout ce qui va être université, rentrer dans la vie active, questionnement de nouveaux adultes littéralement. Voilà, pour moi ça rentre pas forcément dans le young adult à proprement parler, ce qui me va très bien puisque comme je l'ai dit pour les précédents romans de cette tranche d'âge que je vous ai présenté, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement maintenant et honnêtement j'ai réalisé que ce livre était marketé en young adult très tard puisque je l'avais déjà acheté et j'allais commencer ma lecture quand j'ai vu passer ce label et je suis pas sûre que j'y serais allée si aveuglément si j'avais vu que c'était vendu comme du young adult initialement.
bien mal m'en aurait pris encore une fois puisque j'ai absolument adoré cette lecture. Mais voilà, à mon sens l'étiquette young adult n'est pas forcément adaptée et peut-être un petit peu délétère à ce niveau-là. Donc je parlerai plutôt de new adult et voilà, sans scène de sexe explicite encore une fois, si c'est quelque chose qui peut vous déranger et qui a pu vous déranger pour les précédents romans de l'autrice. Et c'est là où je trouve qu'on voit d'autant plus sa maîtrise de la romance et de la tension entre ces personnages, parce que c'est souvent dans les romances, et typiquement dans les romances où il y a des scènes de sexe explicites, que c'est la tension sexuelle qui sert de tension dramatique tout le long du récit et qui monte progressivement, et quand finalement la relation sexuelle est consommée, si on veut, qui redescend un petit peu comme un soufflet et qui après peut un petit peu peiner, je trouve, dans la fin de l'histoire, si on a finalement juste des scènes de sexe qui s'enchaînent sans construction plus que ça de relations ou de choses comme ça, ce qui encore une fois arrive fréquemment dans des romances explicites. Là, l'autrice maintient une tension dans la relation, dans le récit et entre les deux personnages, qui ne repose pas sur le sexe mais qui vraiment maintient la relation en place et évolue avec elle, et je trouve que c'est formidablement bien réalisé et ça montre bien que la romance n'a pas à se limiter aux scènes de sexe explicite et peut exister en dehors de celle-ci, et c'est absolument formidable. Je ne peux encore une fois que vous conseiller extrêmement chaudement tous les récits de l'autrice, celui-ci en particulier puisque c'est un petit peu le sujet du jour, mais je vous recommande bien évidemment toutes ces autres parutions que j'ai trouvées excellentes. Je les relirai avec grand plaisir, je pense. Je crois que je ne vous ai même pas dit dans quel univers ça se passait, c'est assez évident au niveau de la couverture, mais on parle ici des échecs. Pour moi, c'est un très très bon crossover de Ali Hazelwood et du jeu de la dame. Si vous étiez un petit peu frustré du manque de romance dans la série ou dans le livre dont elle est issue, ça rattrape largement les choses à mon avis, et c'est un univers que personnellement j'aime beaucoup et que j'ai adoré retrouver à travers la plume de l'autrice. Elle dit à la fin qu'elle a pris quelques petites libertés scénaristiques en termes de vraisemblance des échecs. Ça m'a pas dérangé parce que j'y connais pas grand chose globalement, mais peut-être que si c'est votre cas, ça vous questionnera un petit peu plus. Bref, en tout cas j'ai adoré cet univers, j'ai adoré le voir à travers les yeux de Ali Hazelwood, d'autant plus que ça lui permet, comme toujours, d'aborder des questions un petit peu plus féministes en la matière, et notamment la place des femmes dans ce sport où c'est encore très compliqué. Comme toujours quand elle aborde ces sujets-là, il y a des passages qui hérissent un petit peu le poil, et c'est encore le cas ici, mais c'est hyper important à mon sens d'avoir aussi ce regard sur des domaines qui restent quand même éminemment masculin, et c'est très chouette d'avoir ça dans une romance, donc c'était formidable, je vous le recommande à 3000%. N'hésitez pas à me dire si vous le découvrez en VO ou à l'occasion de la traduction chez Gallimard, et moi je vais me jeter sur sa toute nouvelle parution dont je vous reparle très vite. On va terminer avec le dernier livre que j'ai à vous présenter, qui est un recueil de nouvelles que je suis très heureuse d'avoir réussi à sortir relativement rapidement après l'avoir acheté. Les Utopiales 2023 aux éditions La Talente, qui est donc le recueil de nouvelles de cette édition du festival des Utopiales, donc le festival de science-fiction qui a lieu à Nantes tous les ans. Cette année, c'est La Talente qui a assuré sa publication puisque c'était un petit peu compliqué du côté de ActuSF, si vous avez suivi un petit peu toute la question du redressement judiciaire, etc. Et c'est très bien expliqué d'ailleurs au début de l'ouvrage, puisqu'il y a une préface par le directeur d'ActuSF qui revient un petit peu sur tout l'épisode et sur le fait que c'est assez à propos finalement que dans l'année où le grand thème était la transmission, ils aient transmis le flambeau à La Talente. Donc c'était une préface qui était plutôt très touchante et des nouvelles que globalement j'ai beaucoup appréciées. Je suis très fan de cette anthologie, c'est la 3e que je me procure et à chaque fois c'est un sans faute pour moi. Il y a des petites variations, il y a des nouvelles que j'apprécie un tout petit peu plus que d'autres, mais globalement il n'y a pas de nouvelles que je n'apprécie pas, dans lesquelles je ne me retrouve pas, ce qui n'est pas toujours le cas dans les recueils. Souvent c'est un petit peu plus inégal que ça pour moi, et pour l'instant ça n'a jamais été le cas dans les anthologies des Utopiales. Je les trouve toujours de très grande qualité, je les trouve toujours hyper intéressantes dans les questionnements, dans les réflexions qu'elles mettent en avant, et cette anthologie n'a pas fait exception. On va retrouver des plumes que j'affectionne particulièrement, typiquement Chris Vukicevic, qui va revenir sur des thématiques qu'on peut retrouver également dans Du thé pour les fantômes, à savoir la famille, les attentes de celle-ci et le futur et le fait de connaître son avenir, le tout dans un sud de la France qu'elle semble particulièrement affectionnée comme cadre de ces histoires, ce que je trouve très chouette, et c'est réalisé avec une plume qui est toujours absolument incroyable et dont je suis très fan. Il y a des récits un petit peu plus politiques où il va être question de communautarisme et d'individualisme avec une espèce d'uchronie sur la commune. Il y a un récit avec une boucle temporelle que j'ai trouvé extrêmement cool et dont la mise en place m'a vraiment beaucoup plu. Il y a des récits beaucoup plus contemplatifs et sur l'écologie, notamment celui de Christiane Wadneck qui
Pareil, reprend un petit peu le style que j'avais pu lui connaître dans Faune et qui était très très chouette à lire encore une fois. Mais dans l'ensemble, alors on va parler de souvenirs, de mémoire, de stockage des données, de pop culture, de transmission parce que c'est le grand thème de cette anthologie. Mais voilà, de tous ces sujets-là qui vont se mêler et c'était très chouette. Il y a aussi un entretien avec Kim Stanley Robinson que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a donné très envie de découvrir ces romans que je n'ai pour l'instant pas encore lus. Dans l'ensemble, c'était une très chouette lecture. Encore une très belle anthologie. Je vais continuer à suivre les anthologies des Utopiales avec grand plaisir parce que, encore une fois, à chaque fois, c'est un sans faute pour moi. Et je pense que je vais même commencer à aller tranquillement à rebrousse-poil et pourquoi pas me pencher sur les anthologies de 2020-2019. Voir ce que ça donne parce que pour l'instant, je ne les ai pas encore lues, mais je suis extrêmement intriguée par la question. Et voilà, c'en est tout pour ces dernières lectures. Merci d'être resté jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez fait de chouettes découvertes en lecture ces derniers temps. Je suis toujours très preneuse de vos recommandations. Merci énormément pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours, tous vos messages de bon rétablissement pour la semaine dernière. C'était absolument adorable. Merci beaucoup pour tout ça. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.